bienvenue au Polysécure épisode grand public. Cette fois-ci, je vais être en solo, puisque j'ai été inspiré par un article que j'ai lu dernièrement sur les publicités VPN qui sont diffusées sur YouTube. Clairement, ça a attiré l'intérêt de certains chercheurs, justement pour voir l'étendue de ces publicités-là, le contenu de ces publicités-là et justement la véracité du contenu de ces publicités-là. Moi, je ne m'intéresserai pas nécessairement au volet étendu, ainsi de suite, mais je vais m'intéresser à la véracité des choses qui sont mentionnées dans ces publicités, peut-être aussi de me servir pour un peu rassembler l'ensemble de ce que j'ai pu dire à propos des VPN sur différents podcasts dans un seul et même bloc à ce moment-ci, justement pour permettre d'avoir peut-être juste un point de référence unique pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec les 10 VPN qui nous sont vendus ou dans lesquels on essaie de nous faire croire qu'ils vont sauver le tout, sauver notre vie, sauver nos affaires. Donc, à partir de là, justement, de clarifier ces éléments-là pour que vous puissiez, faire un choix éclairé. Le premier élément important, c'est de savoir qu'est-ce qu'un VPN. Un VPN, c'est essentiellement un canal sécurisé qu'on établit entre notre ordinateur à la maison ou peu importe où il est situé et un réseau autre qui est généralement en entreprise. Parce qu'historiquement, on utilisait cette technologie-là pour nous permettre de créer une zone sécurisée entre notre ordinateur, souvent à la maison ou dans une chambre d'hôtel, et le réseau de l'entreprise qui nous permet justement de comme simuler que notre ordinateur qui n'est pas dans le réseau d'entreprise est dans le réseau d'entreprise, donc, et d'accéder aux différentes ressources ou différents systèmes qui sont dans les réseaux d'entreprise, justement, qui nous permettent de continuer à travailler, de pouvoir être sur la route. C'était d'autant plus vrai à l'époque où les services infonuagiques étaient peu présents, dans quel cas il fallait absolument se brancher sur le réseau d'entreprise pour accéder à nos courriels, pour accéder aux fichiers, pour accéder à notre contenu pour nous permettre de travailler. Donc, c'est de là est partie la notion de VPN, puis beaucoup de gens ont été mis en contact avec cette technologie-là, justement, à partir de ces éléments-là. Donc, tous les gens qui avaient la chance ou la malchance, parce que les technologies de VPN entreprises ont été longtemps très lourdes, instables et très difficiles à mettre en opération. Donc, mais ça nous permettait quand même de travailler. Fait que ça c'est le pourquoi, le comment ça fonctionne. Donc, dans un contexte où ces compagnies-là sont là, font des publicités justement pour qu'on achète leurs services à grand coût de publicité. C'est vraiment fou à quel point ils font de la publicité. Mais déjà là, il faut comprendre que quand on utilise ces compagnies-là, c'est qu'on établit un canal protégé entre notre ordinateur ou notre téléphone sur lequel on installe l'application et vers un serveur de cette compagnie-là. Fait qu'entre les deux, le canal est protégé. Cependant, quand notre communication atterrit sur le serveur de cette compagnie dans lequel ils vont ensuite accéder à Internet, la compagnie peut en voir le contenu. Fait que c'est quand même une préoccupation qu'il faut avoir. Dans un contexte où on avait un PIN pour aller en entreprise, c'est tout à fait normal, puis notre employeur est soumis à un certain nombre de lois et on a certaines présomptions aussi qui fait qu'il ne viendra pas inspecter indûment tout ce qui pourrait être privé. Puis de toute façon, quand on est dans un contexte comme ça, on fait du travail, on ne fait pas des affaires qui ne sont pas censées faire avec un ordinateur de bureau. Donc, à ce moment-là, on est dans un autre contexte. Mais quand on est dans un ordinateur personnel, c'est vraiment de savoir que au lieu de déboucher dans un réseau d'entreprise dans lequel on connaît, on débouche sur un fournisseur NordVPN, Surfshark ou peu importe le fournisseur de VPN qu'on a. On atterrit à ce moment-là. Puis là, c'est important, je ne l'ai pas dit au début. Moi, personnellement, j'utilise ProtonVPN comme fournisseur Internet. Pas fournisseur VPN. Celui-ci n'a pas été mis dans la grille d'analyse de l'étude que j'ai lue, j'ai lu et que j'ai vu sur le podcast, que je vais mettre en référence d'ailleurs, sur lequel cas on va... donc, ça pourrait biaiser un peu ma perception des choses. Fait que là, c'est sûr qu'en même temps, je vais parler probablement un peu en bien de ProtonVPN. Fait que sachez que c'est fondamentalement un peu biaisé, mais sachant que ProtonVPN a subi des audits réguliers de vérification de leur code, ça, en tout cas, personnellement, j'ai une certaine confiance en cette compagnie-là d'être capable de livrer ce qu'elle dit, de justement de ne pas me flouer, de ne pas faire autre chose. Fait que ça, c'est quand même important, mais on va le voir plus loin pourquoi ces éléments-là sont importants. Puis ensuite, là, c'est justement là la première question, puis justement ce que les publicités essaient de nous faire croire, c'est que là, il y a les grands méchants, des hackers, des
et des choses des gens qui veulent venir voir dans notre contenu, qui veulent absolument nous espionner. Puis les fournisseurs VPN viennent justement nous protéger de ce genre de choses-là. Donc, c'est sur différents termes techniques qu'ils vont utiliser, puis je vais les aborder chacun plusieurs angles de ces éléments-là, justement pour qu'on puisse passer à travers et voir dans quelle mesure ça sert ou ça ne sert pas à se protéger contre les grands méchants que ces publicités-là viennent mettre de l'avant, et justement pour nous faire croire qu'on est foutu et que le monde va s'écrouler devant nous. Le premier élément, la première menace qu'on pourrait être soulevé, puis qui est soulevé par ces affaires-là, c'est qu'on va masquer l'adresse IP ou on va essayer de masquer notre identité. Il y a plusieurs objectifs louables de faire ça, dont se soustraire aux publicités, éviter d'être traqué par les GAFAM, tout ce genre de choses-là. Dans certains cas, ça peut être aussi pour des fins légitimes parce qu'on ne veut pas être retracé, parce qu'on agit de façon légitime sans vouloir se faire retracer. Donc, il y a plusieurs aspects comme ça qui sont couverts par cet élément-là. Là, c'est là où il faut savoir que le VPN par lui-même n'est pas suffisant pour se protéger contre ces éléments-là. Fait que si vous achetez un VPN pour ces éléments-là, ben, vous faites flouer. Parce que généralement, les compagnies, si on parle du tracking qui est lié aux publicités, s'appuie sur beaucoup plus que l'adresse IP, s'appuie sur des cookies dans lesquels il y a des informations, s'appuie sur le fait que votre navigateur web laisse des traces, s'appuie sur une panoplie de choses qui rendent très persistant la capacité de retracer, de nous identifier. Donc, ces compagnies-là sont d'une très grande efficacité à ce genre de choses-là. Fait que si on veut vraiment aller de ce côté-là, le VPN lui-même n'est pas suffisant. Généralement, on va suggérer plus d'aller vers un Tor et d'aller vers une distribution de Linux qui se démarre sur un CD qui s'appelle Tail, Tail, qui, elle, justement, ne laisse plus les traces de cookies, ne laisse plus rien. Donc, elle efface tout ça. Elle permet vraiment de vous protéger. Puis, à ce moment-là, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un VPN payant qu'on s'achète, qu'on se procure pour ça. Cette distribution-là est en disponibilité gratuitement pour arriver à ces choses-là. Et le réseau Tor est également disponible gratuitement. Cependant, le réseau Tor n'est pas très rapide parce qu'il n'est pas fait pour ce genre de choses-là. Il est fait pour dissimuler notre identité, mais à un prix où la vitesse est largement réduite. Et dans la mesure où on fait ça pour des raisons légitimes, cette perte de vitesse-là est très peu grave en termes d'effet sur notre navigation à ce moment-là. Fait que ça, il faut être très, très au courant de ces éléments-là. Fait qu'on ne peut pas vraiment protéger notre identité à travers un VPN commercial. Puis dans ce cas-ci, même ProtonVPN n'est pas adapté pour ce genre de choses-là. L'adresse IP n'est pas une mesure adéquate pour ce genre de choses-là. Il y a aussi un élément, puis ça est très mis en avant par les publicités, le fait que les fournisseurs Internet, ce qui était très le cas aux États-Unis, je ne sais pas si ça l'est encore maintenant, inspectaient le contenu du trafic. Je sais qu'au Canada, je pense qu'on avait Rogers aussi qui avait voulu aller là, ce qu'on avait le Deep Inspection. C'était pas dans un contexte de sécurité, c'est dans un contexte de publicité, dans lequel ils voulaient monétiser davantage le contenu qui circulait, puis nous fournir des publicités un peu comme fait Google ou des publicités adaptées à où on est, mais eux, le fait de voir notre contenu, de voir notre trafic, puis il n'y a pas juste le trafic web, le trafic DNS, ainsi de suite, fait que s'il y a beaucoup d'éléments bruyants autour de la consommation de sites web ou de services comme Facebook, par exemple, qui laissent des traces justement, puis qui permet à notre fournisseur de réussir à faire un profil sur nous aussi, puis de réussir à établir, à faire de la publicité. Donc, dans un contexte où ils cherchent à faire encore plus d'argent sur notre dos, tout en chargeant, du moins au Canada, un prix exorbitant pour notre accès à Internet. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là. Oui, là, le VPN pourrait devenir utile pour nous protéger contre ce type de profiling-là, de dossiers que montrent les fournisseurs Internet sur nous. Donc, oui, un avantage. Cependant, il faut que ça soit complet. Comme je mentionnais, il y avait les DNS, par exemple, qui vont seulement fuiter en dehors du VPN. Fait qu'il faut s'assurer que le DNS va dans le VPN. Puis l'autre élément du DNS, puis là, si on veut vraiment protéger pour pas qu'on soit tracé, puis qu'on soit vraiment protégé, c'est qu'il ne faut pas utiliser un DNS comme les DNS de Google à 8.8.8.8, sur le Cloudflare à 1.1.1 ou Quad9 qui est 9.9.9. 4 fois chaque. En tout cas, bref, je ne sais pas si je l'ai dit 4 fois, mais bref,
Parce que ceux-ci, Quad9 disent qu'ils autres, ils journalisent rien, fait que les autres, je crois que c'est fiable. Cloudflare, je ne sais pas ce qu'ils font avec l'information, puis Google, ben clairement, les autres, ils l'analysent. Fait que si on pense être anonyme, en utilisant un VPN, mais on utilise les DNS de Google, ben clairement, on n'a pas entièrement mis les choses en œuvre. C'est là où justement, ça devient beaucoup plus compliqué qu'on veut vraiment se mettre anonyme. Je mets des ressources dans les show notes parce qu'il y a des cas légitimes qui sont à le faire. Il y a un certain nombre d'efforts. Il y a un podcast qui est spécialisé là-dedans que j'aime bien écouter. Le dude, il est vraiment très intéressant. En anglais, mais quand même. Puis lui-même, je vais le mettre dans les show notes si vous vous êtes intéressé à aller beaucoup plus loin dans la protection de votre identité, de votre présence en ligne, de comment les gens peuvent faire. Puis, c'est où, en tout cas, à mon avis, l'espace légitime de vouloir protéger ça, c'est qu'il y a tellement de compagnies qui récoltent d'informations sur nous que je crois que de s'y défendre en utilisant des moyens qui, malheureusement, à l'heure actuelle, ne sont pas légaux parce que le législateur n'a pas encore mis du mordant dans toutes ses lois pour protéger le consommateur. Ça commence, mais comme toute chose, ça prend un certain nombre de temps avec le législateur redescendre des nouvelles réalités puis comment les gens commencent à utiliser de façon intempestive l'information personnelle. Donc, on est un peu dans cette zone-là, fait que faites attention. Si vous voulez vraiment être comme ça pour l'inspection, bien, d'assurer. Mais masquer IP, c'est le même élément. Protection contre les codes malveillants aussi, qui est une chose, contre les hackers ou ces éléments-là. Non, parce que non, oui, ils peuvent offrir un service. Proton le fait, il y en a plusieurs qui le font. Parce qu'ils viennent filtrer des requêtes qui sont destinées à des sites malveillants. Et ce filtrage-là peut limiter ou empêcher qu'on aille sur des sites qui sont dangereux, potentiellement, pour se faire infecter ou qui ont été utilisés par des malveillants. Cela étant dit, du moins au Canada, on a CIRA, CIRA, qui permet de faire la même chose, mais gratuitement. Ce service-là s'appuie sur les DNS, c'est-à-dire qu'on charge nos DNS pour les DNS de CIRA. Puis à ce moment-là, il y a des filtres qui sont faits. Donc, quand on essaie de consommer un site web ou un service qui est relié à un nom de domaine qui est considéré comme étant malicieux, ce que CIRA fait, c'est qu'il réécrit la requête pour empêcher qu'on aille sur ce site-là. Donc, ça a cet effet-là. Ça, c'est gratuit. Fait qu'à ce moment-là, on peut déjà bénéficier d'un service gratuit pour se protéger adéquatement de sites malicieux. L'autre élément, puis là, c'est là où le VPN devient de moins en moins pertinent dans son ensemble, c'est que les sites sont de plus en plus HTTPS, c'est-à-dire qu'ils utilisent une couche de chiffrement native au protocole web. Donc, à ce moment-là, les communications sont faites de façon chiffrée. À ce stade-ci, c'est n'a pas suffisamment pour qu'on puisse dire que, OK, on arrête d'utiliser le VPN parce que c'est 100% fait. Puis d'ailleurs, il y a un certain nombre d'attaques qui justement servent à réduire ou à retirer la protection du chiffrement des communications de HTTPS pour voir le contenu ou intercepter le contenu entre les deux. Donc, on se vient à se protéger contre ce genre d'éléments-là. Mais comme notre site bancaire en général utilise du HTTPS, c'est moins pertinent de le faire avec son site bancaire, à l'exception que les personnes, si on est sur des réseaux qu'on ne contrôle pas, elles peuvent voir la requête vers le site bancaire, mais ne peuvent pas voir beaucoup plus loin que ce qu'on avait fait une requête sur le site bancaire. Donc, on a quand même des moyens avec des sites modernes, avec des compagnies de confiance, de ne pas se faire avoir. Le VPN n'est pas nécessairement pertinent parce que la confidentialité est protégée de toute façon parce que la communication, elle est protégée à travers un tunnel qui est spécifique aux technologies web dans ce moment-ci. Donc ça, mais c'est plus difficile, puis c'est pas l'accès de tout le monde de discerner comment quand on est sur un site HTTPS, ça peut se présenter plusieurs défis très importants. Puis, moi, le premier, je me fais avoir des fois et je regarde un peu trop rapidement, puis j'accède sur un site qui n'est pas protégé. Donc, à ce moment-là, on est quand même mieux de prendre une mesure de précaution comme le VPN peut présenter. Et dernier élément qui dit, c'est souvent se protéger sur des Wi-Fi publics. Oui. Effectivement, c'est un des moyens, puis c'est un peu pour ça que je m'étais procuré Proton VPN il y a quelques années, justement pour pouvoir me brancher sur des réseaux publics, pour pouvoir continuer à travailler avec mon ordinateur principalement, mais également de pouvoir bénéficier avec mon téléphone cellulaire de pas nécessairement consommer mes données constamment. Donc, c'est comme des éléments comme ça. Là, c'est un élément qu'il faut faire attention parce qu'on se branche quand même sur un réseau qu'on pourrait considérer comme hostile. Sur mon ordinateur et sur mon téléphone, c'est branché en kill switch qu'appelle. C'est-à-dire que si
le VPN n'est pas actif, mon appareil n'a pas accès à Internet, donc ou accès au réseau tout court. Ce qui permet de justement protéger le temps que mon appareil vienne être branché, puis justement qu'il vienne être scellé du réseau dans lequel il est branché pour protéger son contenu. Donc, à partir de là, ça, c'est certaines configurations. J'imagine que la plupart des fournisseurs le font. ProtonVPN le fait, puis les firewalls que j'utilise aussi le font. Donc, c'est des éléments qui sont très intéressants comme ça qu'il faut justement mettre en œuvre pour se protéger dans des cas de connexions sur des Wi-Fi qu'on n'a pas confiance. Justement, c'est un des éléments. Là, j'utilise moi des firewalls entre autres à la maison pour établir mon tunnel VPN. Puis c'est l'autre aspect aussi, au lieu d'utiliser un service VPN payant, qu'on ne sait pas qui l'opère, puis qu'ils peuvent effectivement voir le contenu de ce qu'on envoie dedans de toute façon. Et dans le fond, on vit un peu sur leur bonne parole. À moins que des compagnies comme ProtonVPN, il y a des audits publics qui sont rendus publics, faits par un auditeur externe qui justement vérifie ces éléments-là. On est dans un contexte un peu plus incertain ce que c'est. Ce que j'ai commencé à faire aussi depuis un certain temps, c'est avec mes boîtes Firewall entre autres, mais pas juste celles-ci. Celles-ci sont faciles parce qu'elles sont configurables et très faciles d'accès pour le commun des mortels, c'est-à-dire les gens qui n'ont aucune connaissance puis même aucun intérêt à connaître comment la technologie fonctionne. Donc, ça leur met à leur disposition des outils faciles d'accès qui leur permettent justement de rehausser leur sécurité à un niveau très intéressant dans ce cas-ci. Donc, moi, mes appareils, ce qu'ils font, c'est que quand on se branche sur un réseau non sécurisé, ils n'ont pas d'accès sur un kill switch. Puis après, une fois que le kill switch est en action, quand l'appareil lève son VPN avec chez nous, puis une fois que le VPN est levé, à ce moment-là, l'accès à Internet est donné et à travers l'Internet que j'ai chez nous. C'est sûr que mon Internet, moi j'ai un Internet qui est adapté à la vitesse que ça permet de tolérer ce genre de choses-là. Mais de là, c'est quand même à envisager parce que c'est moins dispendieux. On a une boîte à acheter une fois. Une fois que c'est fait, on n'a plus à repayer un service récurrent. On a tous les bénéfices d'un service comme NordVPN qui nous permet justement de protéger dans les cas d'accès à des Wi-Fi publics ou des réseaux qu'on a moins confiance. Si on veut se protéger un peu la traçabilité, on utilise des DNS qui ne sont pas les DNS de Google. On les DNS, soit des DNS à la maison, ou différents éléments comme ça qui peuvent être mis en œuvre. Firewall, entre autres, offre des DNS qui ne sont non traçables. Donc, on a déjà quand même cet avantage-là qui sont built-in dans leur cas. Si on veut se protéger contre les serveurs de notre fournisseur Internet, à ce moment-là, le seul mécanique, c'est vraiment le NordVPN, les fournisseurs de VPN commerciaux qui vont réussir à protéger ce genre de choses-là. Je ne sais pas l'état des choses aux États-Unis. J'espère que les choses sont résolvées. Je sais qu'au Canada, ça ne s'est jamais vraiment mis en action au complet. Fait qu'on est un peu protégé de ces éléments-là, mais encore là, il n'est pas dit que l'appétit des compagnies reviendra pas. Et en Europe, là, j'ai aucune idée comment les choses fonctionnent. J'imagine que le RGPD protège adéquatement ce genre de choses-là. Et si tel le cas, c'est une très bonne nouvelle. Puis justement, au Québec, on a commencé à avoir aussi des lois comme ça. Et j'espère que les Américains vont commencer, d'un point de vue étatique, à se doter de lois comme ça. Si ça peut être au niveau fédéral, ça sera encore mieux et plus universel. Mais bon, bref, on peut toujours rêver sur comment les choses se font. Fait que c'est un peu ça dans l'ensemble, comment on peut voir les VPN. Donc, dans 95% des cas, la plupart des gens n'ont pas de besoin de payer pour avoir un service comme ça, puisque ça n'apporte aucun bénéfice de sécurité. Ça apporte peu ou pas de bénéfices pour la protection de la vie privée. Ça apporte pas, dans le fond, finalement, peu de bénéfices. À part pour être sur des Wi-Fi publics dans lesquels on ne veut pas que petit Joe assis à côté de la table puisse commencer à voir le contenu de ce qu'on fait ou en tout cas voir minimum la navigation qu'on fait. Parce que ce pas tous les services qui sont bien protégés ou en tout cas ils peuvent attaquer notre machine. Donc c'est un contexte, mais encore là, je suggère fortement d'avoir un VPN à la maison avec comme Firewall qui est une solution accessible, facile d'utilisation pour tout le monde. Je l'ai testé puis je crois que mes parents pourraient le déployer sans trop de défis. Donc, ça leur permettrait justement de sécuriser leurs choses en confiance, qu'ils ne divulgueront pas des informations sur des réseaux hostiles ou ne se feront pas infecter sur des réseaux hostiles. Donc, c'est un peu un recap. Si vous avez des questions, parce que c'est quand même un sujet intéressant, je crois avoir quand même couvert une bonne base de comment
les VPN, l'utilité, puis où on peut s'en servir, pourquoi on devrait s'en servir. Si vous avez bref, d'autres questions, gênez-vous pas, les médias sociaux, c'est sur notre site. Il y a une adresse courriel, tout est là. Donc, communiquez par Facebook Messenger, communiquez par les moyens qui vous conviennent le mieux, justement, pour qu'on puisse approfondir, creuser ces questions-là, et justement vous donner les outils pour vous permettre de comprendre, de prendre des choix éclairés. Dans ce cas-ci, c'est un choix qui, dans la majorité des cas, ne favorise pas l'usage d'un VPN de type commercial, parce que je crois que vous mettez plus à risque vos informations en faisant circuler dans un VPN commercial que si vous achetez un bidule à la maison qui coûte, je pense, sur un an d'utilisation, coûte sensiblement la même chose ou pas loin. Donc, à ce moment-là, on se revient à économiser sur l'année 2 et 3 où on n'a plus d'autres, on n'a pas d'équivalent à payer et on maintient la même protection que si on était assis à la maison. Donc, on se protège adéquatement. Puis si on veut faire un petit parallèle, puis j'ai pas beaucoup parlé pour le volet PME, parce qu'il n'est pas tout à fait adressé pour les PME, mais les PME aussi, ces outils-là sont d'une très grande utilité. La boîte Firewall-là, elle est très adaptée aux besoins des PME. Puis il permet justement d'avoir des VPN qui sont mis en action pour que les employés puissent se brancher. Puis peut-être aussi, pour terminer là-dessus, ce serait peut-être bien que si vous avez une PME qui vous mettez déployer des VPN en place, de mettre à la disposition de vos employés ces VPN-là pour les aider à faire une saine utilisation puis les sensibiliser à l'utilisation adéquate des technologies, puis pour pas qu'ils diffusent trop, puis qu'on cesse de donner de façon aléatoire nos données aux grands GAFAM qui ne s'alimentent de ces informations-là puis qui finissent par les revendre pour d'autres choses. Sur ce, je vous remercie énormément de votre écoute si vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'épisode. Vos commentaires sont appréciés. Je vais essayer d'autres faire des épisodes de solo. Je suis un peu moins familier, c'est moins mon médium. Je vais peut-être recommencer à écrire, fait qu'on peut-être la plateforme écrite soit plus adaptée pour mes petits coups de gueule pour parler de différents aspects comme ça. Merci beaucoup.